personnel de la DGI en vos rangs respectifs, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et représentants des entreprises ici présents, je n'oublie pas tous ceux qui sont connectés en ligne. Bonsoir. Bonsoir. La Direction générale des impôts, par ma voix, vous remercie et vous souhaite la bienvenue en ces lieux où, dans quelques instants, nous allons assister à la présentation des mesures nouvelles de la loi des finances gestion 2023. Vous le savez si bien, comme à son habitude, la Direction générale des impôts se fait le devoir chaque année de vulgariser la loi des finances et de permettre aux contribuables que nous sommes d'avoir les bonnes informations, d'avoir la conduite à tenir tout au long de l'année par rapport à cette loi. Et donc, c'est l'objet de notre présence ici cet après-midi. Et cette séance va se dérouler comme suivant le programme ci-après. Nous allons dans un premier temps suivre le mot introductif du directeur de la législation et du contentieux. Et par la suite, nous allons suivre la présentation des mesures fiscales contenues dans la loi des finances gestion 2023. Nous aurons par la suite l'occasion de poser nos différentes questions à nos hôtes pour pouvoir clarifier nos points d'ombre. Pour les personnes qui nous suivent en ligne, vous avez l'opportunité donc de laisser vos questions dans le chat pour qu'elles puissent être prises en compte. Alors, si on s'accorde sur ce programme, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je voudrais vous prier de prêter oreille attentive aux mots introductifs du directeur de la législation et du contentieux, M. Alain Eudes Azamassor, que je vous prie d'ovationner pour sa prise de parole. Merci, madame. Je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue et vous dire que, comme il est de tradition depuis un bon moment, après le vote de la loi de finances, nous nous retrouvons souvent pour vous présenter les mesures nouvelles contenues dans la loi de finances, recueillir vos attentes et répondre à vos préoccupations. C'est l'objet essentiel de notre rencontre ce soir. Je ne suis pas très long, je vais laisser mon collègue vous présenter le contenu de la loi de finances. Je vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup, M. Azamassor. Est-ce qu'on peut l'ovationner encore une fois, s'il vous plaît? Alors, avant de poursuivre, je voudrais que la technique nous rassure que ceux qui sont en ligne nous entendent bien. Merci beaucoup. Alors, la présentation des mesures fiscales de la loi des finances 2023 va se faire par M. Roland Sobabé. Il est chef service législation et coopération internationale, ici même à la DGI. Nous allons lui accorder toute notre attention pour sa présentation. Monsieur Roland, ça peut aller. Monsieur Roger, pardon. Ça peut aller? Merci bien. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Merci. Merci bien, madame. À nouveau, je dis bonsoir à tout un chacun. Et merci de répondre présent, aussi nombreux, à cette séance de présentation des mesures nouvelles de la loi de finances pour la gestion 2023. Alors, la séance de ce soir va se dérouler suivant la présentation en deux parties. Dans une première partie, nous allons voir les mesures qui n'ont pas impacté le Code général des impôts. Donc, nous les appelons communément les mesures hors code. Dans un second lieu, nous parlerons des mesures qui ont impacté le Code général des impôts. Alors, en matière de mesures hors code, elles sont au nombre de deux, essentiellement. Nous vous parlerons des mesures reconduites et des mesures nouvelles. Les mesures reconduites, elles sont essentiellement
liées à l'exonération sur la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'importation en régime intérieur des biens, des camions neufs importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf du 1er janvier au 31 décembre 2023. Dans le même laps de temps, donc au titre de l'année 2023, les véhicules neufs à 4 roues importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf et destinés à la mise en place d'une flotte de taxis dans les grandes villes, à l'exception des véhicules de grosse cylindrée et des véhicules utilitaires. Font partie également des mesures reconduites l'exonération de la TVA sur les autobus, autocars et minibus de toute catégorie, importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf, destinés au transport en commun. Les aéronefs également sont de la partie, les aérostats également, ainsi que leurs pièces de rechange. Dans la même rubrique, nous pouvons citer les récipients pour gaz comprimé ou liquéfié en fonte, fer ou acier et les accessoires. Les matériels et équipements neufs importés en République du Bénin par les petites et moyennes entreprises ne bénéficiant pas d'un régime fiscal dérogatoire destiné à l'installation d'unités artisanales et industrielles sur demande. Les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes autres que ceux de la position tarifaire 8702, y compris les voitures de type break, double cabine, importées ou vendues à l'état neuf. Dans la même rubrique, nous avons également les équipements et matériaux neufs importés ainsi que les matériaux locaux pour la construction ou la rénovation des stations-service, les stations trottoirs, les cuves à pétrole et à gasoil. Enfin, nous pouvons citer les motocyclettes électriques, hybrides, importées, fabriquées ou vendues à l'état neuf. Voilà un peu les mesures qui ont été reconduites en matière pour la loi de finances gestion 2023. En ce qui concerne les mesures nouvelles à présent, il y a des mesures incitatives. En effet, nous pouvons constater qu'au titre de l'exercice fiscal 2023, il y aura des remises de majoration, intérêts de retard, coûts de commandement et frais de saisie existants jusqu'au 31 décembre 2022 aux contribuables qui procèdent au paiement intégral des droits dus en matière de taxe foncière unique. Là, il est question des débiteurs d'impôts fonciers qui vont décider par eux-mêmes de régulariser leur situation en 2023. Donc, tout propriétaire de foncier, que ce soit bâti ou non bâti, qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu payer toutes ses dettes et qui décide donc de les régulariser au titre de 2023, pourra se voir accepter donc de payer sa dette sans les pénalités, majorations et amendes. Il faut dire que cette mesure-là s'accompagne avec une autre qui facilite le paiement des droits dus. Et lorsque l'impôt ou l'impôt foncier que vous allez devoir sera très élevé, il est permis d'échelonner le paiement du droit simple jusqu'au 31 décembre de l'année 2023. En matière de mesures nouvelles, nous pouvons citer également la suppression de l'exonération du droit d'enregistrement gratis et sans pénalité des actes de mutation d'immeubles antérieurs aux lois de finances rectificatives pour la gestion 2016 et la gestion 2020. À ce niveau, il faut rappeler qu'au titre de la loi de finances rectificative 2016, la gratuité pour l'exonération des droits d'enregistrement avait été prononcée.
en matière de mutation d'immeubles. Il faut reconnaître que à l'exécution de cette mesure, qui n'a pas été reconduite depuis la gestion 2021, cette mesure qui n'a pas été reconduite, disais, avait cependant continué à être appliquée. Et il était question, pour régulariser la situation, de dire clairement la position de l'administration en la matière. Ce qui a également motivé la suppression de cette mesure, c'est l'antidate que beaucoup de personnes ont commencé à faire. Les actes ont commencé par être antidatés pour bénéficier de la régularisation, pour bénéficier de la gratuité, j'allais dire. Donc, c'est pour restaurer la justice fiscale qu'il faut dans ce secteur-là, en matière d'enregistrement, que la mesure de suppression est intervenue. Nous allons à présent voir les mesures contenues dans la loi de finances gestion 2023 qui ont impacté le Code général des impôts. Au titre de ces mesures, nous avons les mesures liées au régime incitatif. Le bénéfice de la réduction croissante de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le bénéfice d'affaires au titre des 3 premières années d'activité des entreprises nouvelles est limité désormais aux seules entreprises nouvelles dont le chiffre d'affaires au cours de la période de réduction n'excède pas 1 milliard. Les succursales des entreprises étrangères, un démembrement d'une société étrangère existante ne sont pas concernés par cette mesure. Il faut rappeler qu'au titre de l'article 146, il est prévu que les entreprises nouvelles bénéficient d'une exonération de 25% en matière d'impôts, que ce soit l'IS ou l'IBA, 25% au titre de la première année, 25% au titre de la deuxième année et 50% au titre de la troisième année. Ces mesures qui ont été instaurées visaient essentiellement d'accompagner les entreprises naissantes, les toutes petites entreprises, en tout cas les petites entreprises, dans leur mise en place. Vous convenez avec moi que la création d'une entreprise n'est pas chose aisée et que donc les premières années sont souvent sujettes à des difficultés. C'est pour accompagner donc ces entreprises que cette mesure a été instaurée. Mais à l'application, le législateur a voulu redéfinir le cadre dans lequel cette mesure d'incitation peut être mise en œuvre, en écartant les entreprises qui font déjà plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Au titre des régimes incitatifs, nous pouvons également citer l'incitation à la formalisation des emplois domestiques. À cet effet, il est institué une exonération du VPS, c'est-à-dire le versement patronal sur les salaires, pour les employeurs qui versent des rémunérations aux employés domestiques. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la déclaration et au paiement des cotisations à la CNSS. Nous sommes assez nombreux à avoir du personnel domestique à la maison, soit un jardinier, un cuisinier, un gardien, les domestiques que nous utilisons couramment. Mais ce personnel domestique n'est pas souvent utilisé dans les règles de l'art. Nous ne respectons pas en général l'orthodoxie en matière d'emploi de ce personnel-là. Alors, cela amène ce monde de travailleurs à travailler donc au noir et à ne pas bénéficier
de certaines dispositions, en l'occurrence l'accompagnement sur le plan sanitaire. Vous entendez parler du projet H, je pense bien, H, qui permet donc de prendre tout le monde dans une couverture sociale sanitaire. Alors, si ces employés-là que nous utilisons ne sont pas officiellement déclarés, ne sont pas officiellement connus, comment pourront-ils bénéficier de ces accompagnements sur le plan social? Alors, c'est pour cette raison que la loi de finances pour la gestion 2023 veut nous inciter à les déclarer. Mais les déclarer suppose, pour l'employeur que nous sommes, de payer les impôts subséquemment sur les salaires que nous reversons. Et pour que ce ne soit pas une charge en plus, l'État a voulu accompagner la mesure en exonérant les salaires qu'on leur reverse du VPS. En matière de mesures nouvelles, nous avons l'article 32 du Code général des impôts qui a été aussi impacté en matière d'aide, de libéralité, dons et subventions. En effet, les dons et les libéralités consenties à l'État, à ses démembrements ou aux fédérations sportives dans les domaines de l'industrie culturelle, touristique et des arts, tels que ceux effectués dans les domaines de l'éducation, de la santé ou des infrastructures collectives, sont désormais déductibles du bénéfice imposable dans la limite de 25 millions de francs CFA, en sus de la déduction de 1 pour 1000 que nous connaissions déjà. Donc, vous comprenez que désormais, en dehors des 1 pour 1000 du chiffre d'affaires qui était déductible au titre des dons et libéralités, l'article 32 permet désormais de faire des libéralités jusqu'à hauteur de 25 millions lorsqu'on décide d'investir dans les domaines précités, à savoir le sport, l'industrie culturelle, touristique et des arts. C'est une mesure qui permet d'accompagner l'État dans ses projets de développement du tourisme et de mieux faire connaître le Bénin à travers le monde, en attirant ainsi les touristes et en faisant connaître notre patrimoine culturel. Au titre des mesures nouvelles qui ont touché le Code général des impôts, il y a l'article 47, autant pour moi, qui prévoit que l'impôt minimum en matière d'impôt sur les sociétés passe de 500 000 à 250 000 francs CFA. En matière d'impôt sur le revenu foncier, le taux normal de la retenue à la source des impôts sur les revenus fonciers est passé de 12% à 10% sur le montant brut des loyers versés aux bailleurs autres que les personnes physiques. Qu'ils nous souviennent qu'au titre des retenues à la source sur les impôts sur les revenus fonciers, il était demandé à tout locataire autre que les personnes physiques de retenir 12% des loyers et de les reverser à l'État pour le compte du bailleur de l'immeuble qu'il a pris en location. Donc, lorsqu'on est locataire et que nous ne sommes pas une personne physique, nous savons qu'à chaque fois que nous devons reverser le loyer, il nous est demandé de faire une retenue de 12%. Cette retenue est passée à 10% lorsque le bailleur est une personne assujettie à l'IS ou à l'IBA. Cette mesure a été prise pour permettre un peu de ramener un certain équilibre, qui est que
les entités, les entreprises qui sont à l'IS, qui sont soumises à l'IS ou à l'IBA, lorsqu'elles payent leur impôt à la fin de l'année et qu'elles sont à prépondérance immobilière, puisque ici nous parlons des revenus fonciers, l'impôt minimum qui leur est demandé est de 10%. Alors, retenir 12%, alors qu'à la fin de l'année, on leur demandera 10%, amènera ces entreprises à être en situation créditrice. Donc, c'est pour remédier à ce crédit qui peut perdurer dans le temps que le législateur a voulu ramener ça à 10%. L'article 142 a été également impacté. Il s'agit là des retenues sur les rémunérations dues aux prestataires non résidents. En effet, les taux de 10% et 12% ont été modifiés pour retenir un taux unique de 20%, applicable quelle que soit la forme juridique du prestataire non résident. Par le passé, il y avait deux taux en matière de retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non résidents. Un taux de 10% qu'on appliquait aux personnes physiques et un taux de 12% en ce qui concerne les personnes morales. Il s'est fait que quand on a observé un peu dans la sous-région, le Bénin était le seul pays qui appliquait un taux aussi faible. Dans la sous-région, les taux sont à plus de 12%. Certains taux vont même à 25%, voire 30%. Alors, pour ne pas être, pour quand même se conformer un peu à la pratique dans la sous-région, ce taux a été revu à la hausse à 20%. Et ça, c'est désormais un taux unique qui sera appliqué. En matière de taxes sur les plus-values immobilières, la taxe sur la plus-value immobilière n'est plus due sur les actes constatant la mutation de biens immeubles entre le décujus et ses héritiers. Elle n'est due qu'à l'occasion de la cession par les héritiers. Par le passé, dès lors que un héritier devrait prendre dans son patrimoine donc les biens de son parent défunt, la TPVI est liquidée en même temps, la taxe sur la plus-value immobilière. Alors, cette pratique qui n'était pas très... cette pratique a été revue en reportant la liquidation de la TPVI à la cession du bien hérité. Donc, c'est lorsque l'héritier vend le bien immeuble qu'il a hérité, c'est seulement en ce moment que la TPVI est liquidée. En matière de taxes de développement du sport, il y a eu quelques réaménagements au niveau des exonérations. Les exonérations ne sont accordées qu'aux entités propriétaires ou copropriétaires d'un club professionnel engagé dans un championnat national. Et la nouveauté également, c'est la création d'un fonds de développement du sport pour la gestion des produits de la taxe. Il faut qu'on se rappelle que la taxe de développement au sport, donc la TDS, est une taxe qui frappe les entreprises qui font plus du milliard de chiffre d'affaires et elle va pour encourager les disciplines sportives. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué à l'application de cette disposition? C'est que certaines entreprises qui font donc plus du milliard et qui payent cette taxe finançaient directement certaines entités sportives avec lesquelles elles ont peut-être des accointances en défavorisant d'autres entités qui exercent donc d'autres disciplines sportives au même titre que celles qu'elles accompagnent.
il arrivait que des entités, des clubs sportifs qui ont des résultats médiocres soient davantage accompagnés parce qu'elles ont des relations avec des entreprises qui font plus du milliard. Alors que d'autres clubs qui ont des résultats plus performants se voyaient un peu à l'écart, ne bénéficiaient pas donc de ces assistances-là. Et c'est pour remédier à cette disparité et à cette injustice que cela induit qu'un fonds de développement du sport a été créé. Et ce fonds recevra désormais les produits issus de la taxe de développement du sport. Et donc, c'est de façon beaucoup plus juste que ces fonds seront redistribués au niveau des entités sportives. En matière de taxes sur la valeur ajoutée, il y a eu une rationalisation des exonérations avec la suppression du point 10 de l'article 229 qui parle des exonérations en matière de TVA. Ce point 10 concerne les cessions faites par l'État et les collectivités territoriales qui ne sont désormais plus exonérées. Il y a également les jeux de hasard qui étaient soumis à la TVA et qui sont désormais, tous les jeux de hasard sont désormais soumis à la taxe sur les jeux de hasard. Du coup, il était question de mettre à jour les exonérations, l'article 229, en sortant tous les jeux de hasard du champ d'application de la TVA. Je parlais des taxes sur des jeux de hasard tout à l'heure, qui ont donc connu un élargissement, puisque une partie de ces jeux a été sortie du champ d'application de la TVA. Donc désormais, tout ce qui est jeu de hasard est assujetti à la taxe sur les jeux de hasard et donc sort complètement de la TVA, du cadre de la TVA. L'article 272, qui parle donc de la taxe sur les jeux de hasard, a connu une clarification. La base taxable est constituée de la différence entre le chiffre d'affaires brut réalisé et les gains payés aux clients en matière, et le taux est de 25% pour les jeux en ligne. Il faut rappeler que la taxe sur les jeux de hasard, son taux est de 10%. Mais pendant que cette taxe a été créée, il y a plus tard les jeux en ligne qui ont commencé à surgir, à s'appliquer, à se voir développer au Bénin. Vous connaissez certainement certains jeux, bon, je ne vais pas les citer pour ne pas faire. Non, mais il y a quand même des jeux en ligne aujourd'hui, les jeux de hasard qui se font en ligne. Alors, ces jeux de hasard qui se font en ligne ont un mode opératoire bien différent des autres jeux de hasard. C'est pour tenir compte de la spécificité de ces jeux de hasard qui se font en ligne que désormais leur imposition diffère de ceux des autres jeux de hasard. Donc, les jeux de hasard qui se font en ligne se voient taxés désormais à 25% et la base taxable, c'est le chiffre d'affaires moins les gains rétrocédés. La contribution au développement local a connu également quelques aménagements. Il s'agit de l'article 300 du Code général des impôts. Désormais, la tarification tient compte du mètre cube comme unité de mesure au lieu de camion, comme cela était fait précédemment. Donc, il y a le 8e tiret et le 17e tiret qui ont été impactés. Au 8e tiret, les mots 1000 francs à 4000 par grume transporté sont remplacés par 500 à 700 francs par mètre cube de grume transporté. C'est la même chose qui a été fait au tiret 17 en matière de gravier, sable, latérite et
les autres produits assimilés. En matière de droits d'enregistrement et de timbre, il y a les conventions de microcrédit qui ont été exonérées de la formalité de l'enregistrement lorsque les montants de ces prêts sont inférieurs à 2 millions de francs CFA. Il y a également l'exonération des contrats de prestation de missions d'enseignement dans les universités publiques. Nous pouvons citer également l'exonération des adjudications au rabais et marché pour construction, réparation, entretien, approvisionnement et fourniture dont le prix doit être payé par l'État, les départements et les communes du thème fiscal. En matière d'obligations déclaratives, il y a la déclaration des groupages de marchandises par les transporteurs qui est interdite. Par le passé, il arrivait que les entreprises, les personnes physiques ou morales, achètent hors du territoire des marchandises, les regroupent et les confient à un transporteur qui a à charge de les ramener au Bénin. Alors, dans cette opération, lors des dédouanements, c'est un dédouanement général groupé qui se faisait. Alors, ce mécanisme ne permet pas de savoir quels sont les véritables destinataires de ces marchandises-là. La loi de finances pour la gestion 2023 a voulu apporter un peu de lumière pour éviter qu'il y ait la fraude fiscale. Donc désormais, le transporteur a l'obligation de donner de façon exhaustive la liste de tous ceux qui ont des marchandises dans son moyen de transport, donc dans son camion. Donc de donner leur nom, prénom, adresse, numéro IFU. Et donc, ces informations sont communiquées par la suite à la Direction générale des impôts. Ça permet une meilleure transparence dans les activités commerciales. Le défaut de cette déclaration entraîne une amende de 10 millions. C'est une façon de décourager cette pratique qui est dommageable à notre économie. Voilà en substance comment la loi de finances pour la gestion 2023 a opéré au titre ou sera opéré au titre de l'année 2023. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sobalé, pour votre présentation. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer à la phase des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Est-ce que je peux avoir un micro? Si, je suppose, pour le compte de la première année, l'entreprise a un chiffre d'affaires inférieur au milliard. Et au cours de la deuxième année, le chiffre d'affaires est supérieur au milliard. Est-ce que le fait qu'il a déjà bénéficié de la réduction pour la première année, est-ce que cet article sera rétroactif? Est-ce qu'il perd cette réduction ou bien il va continuer pour le compte de cette année? Et supposons pour le compte de la troisième année, le chiffre d'affaires est encore inférieur au milliard. Là, comment la réduction sera appliquée pour cette entreprise? Merci. Bonsoir à tous. Et je remercie également la direction des impôts pour l'effort qui est fait. Ma question, je voudrais savoir, ou bien je voudrais avoir plus d'éclaircissement au sujet de l'application de l'impôt minimum qui est fixé à 500 000 francs au titre de l'ERC 2022. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus pour nous éclairer davantage, à savoir si les bilans qui seront établis en 2022, on va considérer toujours cet impôt minimum là où on passe à 250 millions. Merci. Ah oui, mon nom c'est Raoul Babadougou, je représente la CIVIC. Merci.
C'est bon pour cette rangée? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Alors, bonsoir, moi c'est Tibet Koumayon et je vous remercie également pour la présentation. Je voudrais avoir plus d'explications au niveau de la retenue sur le loyer à reverser à l'État pour les personnes morales. Merci. Ça peut aller? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans cette rangée? Non? On peut passer à la deuxième rangée. Des questions? Ma première question concerne la suppression des exonérations du droit d'enregistrement sur la location des meubles. J'ai lu, vous avez mis pour les années 2016 et 2020. Vous voulez me rassurer que ce n'est pas de 2016 à 2020. Ma seconde question concerne le poursuite de revenu foncier qui est de 10% actuellement. Et là, vous avez précisé que c'est pour les bailleurs qui sont assujettis à l'IS et à l'IBA. Et si éventuellement il y a des bailleurs qui étaient assujettis à la TPS, ou bien d'office les entités qui font le bail ne sont pas sont d'office déclassés de la TPS. Merci. Ok, merci beaucoup. Mon nom c'est Bagidi Amoussou Amou. Je suis docteur en statistique et directeur du cabinet en masse spéciale. Je vous remercie beaucoup déjà pour cette présentation qui certainement permet de comprendre beaucoup de choses en loi de finances pour la gestion de 2023. Mais j'ai malheureusement deux questions à poser. La première, c'est que dans votre présentation, vous avez dit qu'il y a en réalité un taux qui passe à 20%. Et la raison qui est avancée, c'est que dans la sous-région, généralement, c'est autour de 20%. Je me demande vraiment pourquoi est-ce que c'est nous qui devons faire forcément comme ce qui se fait dans la sous-région, pourquoi est-ce que ceux de la sous-région ne se conforment pas à ce que nous utilisons. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour l'augmentation de ce taux en question? J'ai pas vraiment noté la type dont il s'agit. La deuxième question, c'est qu'on voit déjà qu'il y a beaucoup de changements, certainement des changements qui arrangent les entreprises, et aussi on voit qu'il y a des augmentations qui peut-être arrangent aussi l'État. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact de ces changements-là sur l'économie de l'immense? Je vous remercie. D'autres questions, s'il vous plaît? Je crois que c'est bon. On peut passer aux réponses en attendant de voir les questions dans le chat de ceux qui sont là. Merci pour la question. Je commence. Par rapport au bilan de 2000 qui seront déposés en 2023. La mesure concernait plus les sociétés, des entreprises physiques, ou bien je ne dis pas des entreprises qui étaient à la TPS et qui, entre-temps, avec la loi de finances 2022, sont passées à l'IS. Avant, les sociétés étaient gérées à la TPS. Mais à partir de 2020, nous avons décidé de ramener toutes les sociétés à l'IS. Donc il y avait des sociétés qui ne faisaient pas 50 millions de chiffres d'affaires qui sont gérées désormais au réel. Donc pour ces sociétés, voyant leur niveau de chiffre d'affaires, leur demander de payer un impôt de 500 000 francs, et les retours qui nous sont revenus montraient que c'est trop leur demander.
C'est pour cela que cette année, on a ramené le minimum à 250 000 francs pour ces sociétés. Mais pour ces sociétés qui avaient déjà payé des acomptes à hauteur de 500 000 francs l'année passée, cette année, le montant de leur impôt, le minimum, c'est 250 000 francs, et on va leur dégager un crédit d'impôt de 250 000. La question qui suit, c'est par rapport aux retenues sur le loyer à reverser à l'État pour les personnes morales. C'est ce que j'ai noté. C'est la retenue à opérer quand l'assujetti est une personne morale. Un bailleur qui est une personne morale, donc imposé à l'IS, ou une personne physique imposée à l'IBA, la retenue à opérer sur cette catégorie de contribuables, c'est désormais 10%. Ce n'est pas 12%. Les 12% ne concernent que les personnes physiques. Mais il y a un cas que je vais clarifier tout de suite. C'est quand les personnes physiques confient leurs immeubles à des agences immobilières. L'agence immobilière paie ses impôts. Mais c'est la personne physique qui est le bénéficiaire effectif du revenu. Donc, c'est la retenue pour cette catégorie de contribuables sera de 12% et non de 10%. Puis l'agence immobilière ne joue que le rôle d'intermédiaire entre le bénéficiaire effectif et le locataire. C'est bon? La suppression du droit d'enregistrement sur les mutations, c'est de 2016. Ça avait cours de 2016 à 2020. Il est vrai que la loi de finances de 2021 n'a pas repris cette mesure. Donc, en principe, à partir de 2021, ceux qui soumettaient leurs actes à la formalité d'enregistrement devraient les enregistrer en payant les droits de 5%. Mais en 2021 et en 2022, on a continué à enregistrer gratis ces actes en leur réclamant juste une amende. Mais en 2023, avec la loi de finances 2023, on a bien précisé que cette mesure est supprimée. Donc, quelqu'un qui présente aujourd'hui une convention de vente signée en 2015, 2010, 2016, 2019, cette convention sera enregistrée au taux de 5%. L'autre question, c'est de savoir s'il y a des bailleurs à la TPS. La loi de finances est claire. Hein? La loi de finances dit que le taux de 10% est appliqué pour des bailleurs qui sont à l'IS ou à l'IBA. À la TPS, souvent, même si c'est des bailleurs, les bailleurs sont à l'IRF, à l'impôt sur le revenu foncier. Par rapport au taux de la retenue sur les prestataires étrangers, la raison, c'est ce qu'on a évoqué. Hein, c'est dans la sous-région, le Bénin était le seul pays qui appliquait un taux de 12%. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, le taux c'est de 25%. Dans pratiquement tous les pays de l'UEMOA, le taux c'est de 20%. C'est le Bénin qui a appliqué un taux de 12%, 10 et 12%, et le Niger qui a appliqué un taux de 16%. Et quand on est dans une sous-région, il faut harmoniser les normes. Et pour harmoniser les normes, on ne va pas demander à tous ceux qui faisaient 20% de ramener au taux du Bénin qui est de 10 ou 12%. Il faudrait que le Bénin s'aligne sur ces pays. C'est ce qu'on a fait. En ramenant le taux à 20%, c'est devenu un taux unique. L'impact des changements des réformes sur l'économie nationale, ça c'est une grande question. Et au moins au niveau de la direction générale des impôts, vous allez constater que les réformes que nous faisons souvent, c'est des réformes pour élargir l'assiette fiscale et pour amener les entreprises et les contribuables à être plus civiques. Et à travers nos réalisations, vous constatez que d'année en année, il y a des progrès qui se font.
Et dans la ville aussi, hein, vous constatez les réalisations. On peut dire que nos réalisations concourent à la réalisation des infrastructures qu'on retrouve dans la ville. Donc il y a forcément des changements. C'est ce que je peux dire. Maintenant, il reste une question. C'est par rapport à la première question, hein, un contribuable qui a bénéficié qui n'a fait moins d'1 milliard, qui a bénéficié de l'exonération de 25% sur la première année. Je n'ai pas tout de suite de réponse à ça, mais à mon avis, vous avez une réponse. D'accord. Oui, lorsque une entité a, pour la première année, n'a pas atteint le seuil du milliard et qu'elle a donc bénéficié de la réduction de 25%, si au titre de la deuxième année, cette entreprise passe au milliard, dépasse le milliard, c'est que c'est à partir de cette année-là qu'elle perd le bénéfice des réductions. Donc cette année-là, cette deuxième année, elle ne va plus bénéficier des 25%. Mais les 25% dont elle avait bénéficié au titre de la première année, ça c'est un acquis. Mais pour la deuxième année, c'est à partir de la deuxième année, donc c'est que cette entité va perdre le bénéfice de ces réductions. Oui. Oui, dès lors que vous perdez le bénéfice, dès lors que vous changez de catégorie, dès lors que vous passez de moyenne entreprise à grande entreprise, bon, donc les grandes entreprises ne sont pas concernées par cette mesure-là. C'est ce qu'il faut noter. C'est ce qu'il faut noter. Il faut être moyenne entreprise pour bénéficier de la mesure. Je voudrais ajouter que les entreprises qui bénéficient déjà de cette mesure, hein, les entreprises créées en 2022, en 2020, qui bénéficient déjà de cette mesure, vont continuer à bénéficier de la mesure jusqu'à terme. Les grandes entreprises qui sont déjà éligibles à 25, 50%, ce n'est pas qu'à partir de 2023, la loi n'est pas rétroactive. Ce n'est pas qu'à partir de 2023 qu'on va supprimer la mesure. Elles vont continuer à bénéficier de la mesure jusqu'à leur terme. Et c'est après ça que c'est pour les entreprises créées en 2023 que la mesure sera appliquée pour ces entreprises-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Merci. Bon, ma question concerne, ça va aller au niveau des TPS. D'abord, tout à l'heure, on a parlé, on a dit que les impôts de 500 000, ça revient à 250 000. Et tout le monde est en train d'apprécier. Maintenant, concernant les TPS, depuis la loi de 2022, ça a été dit que les TPS vont passer de 2% à 5%. Donc, ça veut dire de 5 au plus de double. Et au cours de l'année 2022, on nous a, en tout cas, la direction des impôts nous a accompagnés en payant pour qu'on n'ait pas de difficultés pour avoir les attestations fiscales. Maintenant, il s'est fait que quand on va vouloir déposer le bilan de 2022, on va payer sur la base de 5%. En 2023, on va continuer à payer sur la base de 5% parce que ça ne serait pas fait de la manière que la direction des impôts nous a accompagnés. Maintenant, on nous a dit qu'on aura les crédits de A et B comme tout le monde. Mais quand moi je fais mes calculs, je me retrouve et c'est comme si les TPS risquent de payer plus des impôts que ceux qui font un chiffre d'affaires de 50 millions. Parce que celui qui a fait un chiffre d'affaires
par exemple, de 40 millions, s'il va payer 5%, ça fait déjà 2 millions. Il va payer ici là la TPS. Et quand il tend vers les 50 millions, quand on fait les calculs, il dit de payer plus d'impôts, même si on dit que celui qui est au réel, qui va payer la patente, tout ça là, celui qui a la TPS dit de payer plus d'impôts. Moi, je suis à la TPS, jusque là, je suis en train de réfléchir, s'il faut fermer, parce que je ne peux pas m'en sortir avec les 7%. Je ne sais pas sur quelle base, parce que les impôts, on veut chercher pour qu'on paye moins d'impôts, pour qu'on élargisse la base, pour que les impôts, beaucoup arrivent à payer les impôts, mais avec ce système, moi je suis sûr que ceux qui sont à la TPS, beaucoup vont fermer, ou bien ne peuvent pas payer les impôts. C'est ce que je voulais dire par rapport à ma question. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions, c'est bon. Je voudrais m'assurer que tout le monde a rempli la liste de présence. Qui appelle-t-on prestataire non résident? Les prestataires non résidents sont des entreprises étrangères ou bien des consultants étrangers on dit non résidents, qui ne résident pas au Bénin et qui ont des expertises et nous leur faisons appel souvent pour venir intervenir au Bénin. Donc ce sont eux qu'on appelle les prestataires non résidents. Donc c'est à eux qu'on doit faire la retenue à la source de 20% désormais. Avant, si c'était des personnes physiques, on faisait une retenue à la source de 10%. Et si c'était des entreprises, on faisait une retenue de 12%. Maintenant, c'est devenu un taux unique de 20% pour tous les prestataires qui ne sont pas résidents au Bénin, qui n'ont pas un registre de commerce béninois, qui sont à l'extérieur du pays et qui viennent intervenir dans notre pays. Il y a quelqu'un qui a demandé si l'IS va rétroagir. Oui, la loi de finances a été claire. Hein? Les dispositions de la loi de finances sont applicables aux revenus acquis au 31 décembre 2022. Donc, ça rétroagit en termes simples. Il y a quelqu'un qui a souhaité qu'on ramène le minimum à 150 000. Vous voyez qu'on fait des efforts, non? Il faut nous applaudir. On était à 700 000, on vient de 50 000. On va continuer les réflexions, les calculs pour voir si c'est possible qu'on revienne à 150 000. Si c'est possible, nous n'allons pas hésiter, on viendra à 150 000. Mais pour le moment, le minimum est à 250 000. Par rapport à l'intervention de monsieur, en 2022, la plainte que nous avons reçue souvent des contribuables, c'est que beaucoup payaient l'AIB. Beaucoup d'entreprises à la TPS payaient l'AIB qui n'arrivaient pas à consommer, c'était des fonds perdus en quelque sorte. Et quand ils faisaient le point de l'AIB, ils payaient, ils estimaient que c'était des montants très élevés. Donc la réforme a été de ramener le taux de la TPS à 5% et de leur permettre d'imputer l'AIB. Donc c'est ce qui a motivé le relèvement du taux de la TPS à 5%. Maintenant, s'il y a l'application, il y a des difficultés, nous allons prendre en compte cette difficulté, analyser, voir ce qu'il y a lieu de faire. Moi j'ai déjà noté, je vais en parler au directeur général des impôts. On va faire les simulations pour voir s'il faut revenir à l'ancienne méthode où les AIB ne seront plus imputés avec un taux de TPS de 2%.
ou s'il faut garder la méthode actuelle. Vous avez des questions, des réponses? Merci beaucoup. Il y a une dernière question en ligne. Elle est de Jean-Eudes Sauton. Bonjour chers tous, merci pour la présentation. En ce qui concerne les entreprises qui ont payé les fonds d'IS l'année passée, vous venez de nous apprendre que l'IS passe à 250 000 francs cette année et en même temps, elle bénéficie d'un acompte de 250 000 francs. Est-ce que cela veut dire que ces entreprises n'auront pas à payer d'acompte IS en 2023 et vont juste consommer le crédit? Merci de l'éclairer, s'il vous plaît. Je ne dirais pas que ces entreprises ne paieront pas d'acompte. Je ne connais pas le montant de leurs bénéfices réalisés en 2022. Ce que je peux dire pour le rassurer, c'est que les 500 000 francs qu'il a payés en 2022, c'est des acomptes qu'il a payés. Si en fin d'exercice, il calcule son impôt, et c'est ce que nous souhaitons, s'il a 10 millions d'impôts à payer, il impute les 500 000 francs d'acompte qu'il avait payés. Maintenant, je suppose qu'il n'a pas fait d'affaires en 2022 et qu'il avait payé 500 000 francs d'acompte. On a dit la loi rétroagit l'impôt à payer au titre de 2022, s'il n'a pas fait d'affaires, c'est 250 000 désormais. Il a payé 500 000 francs, il dispose d'un crédit de 250 000 francs qu'il va faire valoir pour ses acomptes de 2023. Merci beaucoup pour ces différentes réponses. J'espère que tout le monde a eu satisfaction à ces questions. Je vois encore des doigts. D'accord. Dernier passage peut-être. Oui, bonsoir à tous et merci de m'avoir donné la parole. C'est par rapport aux prestataires et non-résidents. Je suppose que nous avons un prestataire qui est béninois et qui a le flux béninois, mais qui est à l'extérieur. Par rapport à lui, moi, il a appliqué tantôt, parce qu'il y a un béninois et il a le flux béninois. Mais qui ne vit pas béninois? Si. D'autres questions? Bonjour, merci pour cette présentation. Je m'appelle Yasmine Salou, je suis expert comptable. Moi, je voulais des éclaircissements par rapport à la réduction du taux d'IS. Je n'ai pas très bien compris en fait la réduction de 25% les 2 premières années et 50% la dernière année. Est-ce que du coup, on calcule l'IS normal et ensuite on applique, on va dire, je sais pas, un dégrèvement de 25% les 2 premières années et un dégrèvement de 50% par rapport à l'impôt à payer? Est-ce que j'ai bien compris? C'est juste pour être sûr que j'ai bien compris. Merci. Merci beaucoup. D'autres intervenants? Non? Chacun c'est bon, monsieur. Merci beaucoup pour les questions. Le premier intervenant veut savoir si une personne physique ayant un numéro IFU béninois et ayant resté au Bénin et qui est à l'étranger, est-ce qu'il doit être considéré comme prestataire étranger non domicilié au Bénin? Non. Le taux qui lui sera appliqué, c'est le taux de l'AIB, les prestataires locaux. La deuxième préoccupation, c'est de savoir comment ça s'applique les exonérations de 25 et 50% sur les 3 ans. Je dois rappeler que ce n'est pas une mesure nouvelle. Ça, c'est connu déjà par le passé. Lorsque vous déclarez, lorsque vous êtes une entreprise nouvelle, le premier exercice, lorsque vous devez payer vos impôts, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 25% pour la première année, 25% de réduction encore pour la deuxième année et 50% de réduction la troisième année.
ça c'est connu depuis. Ce qui a changé, c'est que pendant que par le passé, cette mesure s'appliquait à toutes les entreprises, que ce soit les moyennes ou les grandes, la loi de finances 2023 a spécifié ou a réduit le champ du bénéfice de cette mesure aux entreprises moyennes. C'est-à-dire que les grandes entreprises ne sont plus dans le champ d'application de cette exonération. Voilà la nouveauté qu'il y a eu au titre de 2023. Satisfaction à travers les différentes réponses apportées. Je vois qu'à chaque fois qu'on répond, ça suscite encore l'appétit. On a encore un doigt dans l'assistance. Merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais savoir si les entreprises, les sociétés nouvellement bénéficient de cette exonération. Les sociétés qui sont à la TPS, est-ce qu'elles bénéficient alors? Merci. Oui, pour les entreprises qui sont à la TPS, c'est une taxe professionnelle synthétique. C'est un régime qui est déjà un régime forfaitaire. C'est un régime forfaitaire parce qu'ils ne sont pas au réel, ils ne sont pas imposés au réel. Donc, il n'y a pas cette exonération de 25, 25, 50 pour les entreprises qui sont à la TPS. Déjà, qu'on les considère comme des entreprises qui sont au forfait, donc c'est ça ce qu'on leur fait déjà, les mettre au forfait. Voilà. C'est bon, monsieur? Sont à la TPS bénéficiaires d'une exonération sur les 2 premiers mois. Bénéficiaires d'une exonération de TPS sur les 12 premiers mois. Donc, on ne pas qu'on les a oubliés. Ces entreprises bénéficient aussi d'une forme d'incitation. Pour votre participation et surtout pour l'interaction qui a vraiment permis de clarifier tous les points d'ombre. J'espère que vous avez tiré le meilleur parti de cette présentation. Nous allons remercier avec des ovations M. Alain-Aude Azamason et M. Roger Sokabé pour leur présentation. Je remercie également tous ceux qui ont suivi cette présentation en ligne. Monsieur Azamason, vous avez un mot de fin? Je remercie et vous souhaiter de passer une agréable soirée et vous dire que nos portes sont grandement ouvertes pour toutes vos préoccupations, surtout au niveau de la direction de la législation et du contentieux. Si vous avez des préoccupations, soit vous passez, vous posez vos problèmes au chef service de la législation ou moi-même, je suis là, je vais vous recevoir. Maintenant, si vous êtes loin, vous pouvez me saisir par écrit. Il y a ce qu'on appelle le rescrit. Le rescrit, c'est des prises de position formelles de l'administration sur des questions de fiscalité. Si vous voulez poser un acte et vous ne connaissez pas l'implication fiscale, écrivez et demandez à l'administration fiscale quel comportement adopter et nous allons vous répondre lors d'un redressement, vous allez nous opposer cela. Donc c'est ce que je veux juste vous dire. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Ah, d'accord. Comment joindre cdgi@finance.bj.
cdgi@finance.bj. Oui, il y a SA Finance. 90 19 0000. 90 19 0000. Voilà donc qui est bien précisé. Les portes de la BGI restent ouvertes. Vous avez également les contacts pour joindre la direction de la législation si vous êtes loin de Cotonou et vous pouvez vous déplacer. Mesdames et messieurs, merci une fois encore pour votre participation. Nous vous souhaitons un très bon retour chez vous et une très belle soirée. Merci beaucoup.